Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, à l'émission Rencontre, j'ai le plaisir de recevoir Marie Drolet. Marie, qui est une personne extrêmement sereine et vous allez voir pleine de douceur, mais qui a un vécu qui est parsemé de difficiles moments et je trouvais très intéressant de la rencontrer. Marie, je voulais te rencontrer, pas parce que tu as vécu des moments douloureux, mais parce que ce que tu en as tiré est extraordinaire. Donc, bienvenue à l'émission Rencontre. Marie, tu viens pas du coin, tu viens pas de Thetford Mines, toi, mais tu es installée dans la région depuis peu. D'où tu viens? Moi, je suis originaire de l'Ancienne-Lorette, un petit village dans le coin de Québec. près de Québec, où on voyait passer les avions au-dessus de notre piscine. Ah, d'accord! Mais on n'a jamais pensé que c'était une chose dommage, une chose plate, parce que mon père, moi, il aimait beaucoup les avions. Puis à toutes les fois que les avions passaient, il les regardait. Il les regardait. Fait que j'ai jamais su que ça pouvait être plate de vivre proche d'un aéroport, juste une fois devenue adulte. Ah oui? Oui! Et puis tu me disais que tu as un frère. Oui. Et toi, tu viens d'une famille relativement aisée. Donc, qu'est-ce que c'était? Raconte-moi un peu ton enfance. Mais moi, j'ai eu une enfance que je dirais privilégiée. J'ai eu beaucoup d'amour. Mes parents m'emmenaient en voyage à tous les années, tous les hivers. Puis on avait pour passer du temps avec nous parce que mon père était commerçant, il avait un Provigo qui venait dans le fond de... Mon arrière-grand-père avait un magasin général à l'Ancienne-Lorette. Puis les Drolettes étaient une famille souche, donc. Là. Ah oui! Puis après, mon grand-père a eu une épicerie. Puis après ça, mon père a fait construire ce gros Provigo-là. Donc c'est pour ça qu'on était assez gâtés par la vie. Puis très reconnaissant aussi. Mon père a toujours été très reconnaissant de tout ce qu'on pouvait offrir, partager aussi avec nos familles, tout ça. Mais il était très occupé, papa, donc oui. Il ne devait pas être souvent à la maison. Mais quand même, l'équilibre, c'était important, puis il allait travailler à pied, puis il faisait sa petite sieste après le dîner, puis il a été vite en pré-retraite aussi, à partir de 55 ans, là, il a laissé beaucoup de choses à aller pour profiter de la vie. D'ailleurs, il n'est plus là aujourd'hui, il est décédé à 72 ans, fait qu'il en a bien profité, puis il en était très... Puis ta maman, elle? Ma maman était une femme très, très dévouée, comme ma grand-mère. Ma mère était la 13e enfant de Rosanna. Ah Rosanna, puis ma mère avait ce dévouement-là pour nous. Elle était beaucoup à la maison, travaillait un petit peu avec mon père, mais c'était vraiment une femme qui a pris soin de ses enfants, de ses sœurs, toujours très dévouée puis serviable. Puis on a profité de ça. Elle est toujours vivante? Oui, elle est encore là. Bon. Et là, tu as eu, dans le fond, tu as été au primaire à l'Ancienne-Lorette. C'est ça, je suis allée au secondaire à l'école privée à Arville, à Bellevue. Bon. Puis après ça, au cégep. Puis après ça, je suis... Là, après le cégep, hein, tu as eu besoin de... Oui, tu as eu des questionnements. Oui. J'étais quelqu'un qui aimait écrire beaucoup. J'aimais beaucoup la poésie, puis... il n'y avait pas vraiment de programme intéressant au cégep, fait que j'ai dit à ma famille que pour écrire, il fallait que je vive. Fait que je suis partie en voyage. J'allais en Europe une couple de mois, un été, puis après ça, je suis revenue. J'avais 18 ans, je pense, là, quand je suis partie pour les États-Unis sur le pouce. Oh oui? Ouais. J'avais été gâtée, puis je voulais tester. Est-ce qu'on pouvait vivre en étant plus pauvre? Est-ce qu'on pouvait... J'avais beaucoup de questions aussi par rapport au sens de l'existence. Puis je portais ça, puis il fallait que je le vive, puis c'est ça. Mais quand tu étais au secondaire, tu n'étais pas, entre guillemets, la rebelle, là? Non, j'ai toujours été une personne avec une certaine sagesse, je dirais, mais un certain équilibre, mais j'ai lu un article une fois qui disait que les enfants avec une certaine intelligence, je pense que je peux compter, on peut dire ça de nous-mêmes, mais des fois, des quêtes existentielles assez profondes, puis qu'il y a peu d'outils dans les écoles pour répondre aux questions de ces enfants-là qui s'interrogent. Sur le sens à donner à leur vie, dans le fond. Parce que le cours de religion n'est pas toujours quelque chose de très intéressant. Je sais pas qu'est-ce que... Beaucoup changé, mais... C'est pas tout le temps quelque chose qui nous rejoint tellement. Puis je sais pas trop pourquoi. C'est resté comme une interrogation pour moi aussi, mais cette quête-là, elle va m'amener justement à faire du pouce. Puis après ça, j'ai fait partie d'un groupe chrétien pendant une dizaine d'années où j'ai été missionnaire, là, laïque. Puis quand je suis sortie de ce groupe-là, j'avais déjà un petit bonhomme qui s'appelait Maxime. Puis je m'étais mariée dans ce groupe-là. Donc,
démarche-là évangélique a répondu pendant de nombreuses années à cette quête-là que j'avais à l'intérieur de moi. Parce que tu es une personne croyante. Tu me l'as dit, tu as été à la messe avec tes parents jusqu'à l'âge de 14 ans, mais après ça, tu as quitté, tu as fait d'autres expériences dans ta vie, mais ce besoin-là de pratiquer, puis de croire, puis de donner un sens à ta vie a toujours été là. Oui, moi, je pense que c'est le centre de ma vie. Puis qu'est-ce qui est la beauté? Parce que quand j'étais chrétienne d'une façon assez fondamentaliste, je souffrais beaucoup du manque d'universalité. Pour moi, que tous les gens ne puissent pas être unis dans une même... comme des humains, comme des frères, là, moi, je trouvais qu'il y avait un manque par rapport à la religion chrétienne ou catholique. Des fois, je ne parle pas de maintenant, puis je parle pas... Il y a beaucoup d'individus là-dedans, ça devient... Il y a toutes sortes de nuances, là, mais je sentais souvent... Moi, je déplorais que je sentais un manque... Je me sentais dans quelque chose de plus cloisonné, puis que j'avais besoin d'ouvrir. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du yoga à 28 ans. Fait que à 28 ans, dans le fond, toi, à 28 ou 29 ans, tu avais 2 enfants. J'avais Maxime. Puis quand j'ai commencé à faire du yoga, c'est l'année de ma grossesse de ma fille Mathilde. De Mathilde. Ouais. Et là, bon, ben par la suite, tu t'es séparée et tu as rencontré ton conjoint actuel, que je connais bien aussi, et qui est théologien. Oui. Donc, sa formation est en théologie. Donc, vous vous êtes retrouvés là-dedans parce que c'est quelqu'un aussi qui est croyant. Oui, mais ton conjoint. Mais est-ce que c'est ça qui a fait que vous vous êtes rencontrés? Oui et non. J'ai rencontré Martin, je l'ai embarqué sur le pouce. Il était en train de faire un pèlerinage jusqu'à Trois-Rivières, là, au Cap-de-la-Madeleine. Oui. Puis la compagne avec qui il était s'était blessée, alors il avait besoin d'un lift pour continuer le pèlerinage. Puis c'est mon fils, Maxime, qui avait dit « Maman, des pousseux, embarque-les! » Donc c'est la première fois que j'ai rencontré Martin. À ce moment-là, j'étais monoparentale avec mon fils puis ma petite fille. Puis... c'est ça. Mais nos premières, Martin et moi, on a une foi profonde, mais pendant des années, notre foi s'est vécue de façon très différente. On avait des démarches très différentes. Puis nos premières chicanes étaient par rapport à notre foi. Ah bon? Oui. Ah bon? Mais on a vécu ça dans un grand respect toujours, puis de plus en plus, ça converge, et c'est la beauté. Puis là, bon, ben écoute, c'est votre première rencontre, mais ben, ça a été une rencontre qui a été, je veux dire, marquante, parce que tu me disais que ça faisait près de 20 ans que vous êtes ensemble, et vous avez eu 2 enfants ensemble, 2 filles, mais je veux dire... suite à ça, tu as commencé à faire le yoga. Il est arrivé plein de choses là, dans ces années-là. Tu as commencé à faire du yoga. Tu fais de la méditation. Tu fais tes maîtres Reiki aussi, je crois. Et ben, Martin et toi, vous avez eu 2 filles. Mais vois-tu, ta dernière enfant, tu as eu la douleur d'avoir de la perdre à la naissance. Oui. C'est un bébé qui est mort-né. Oui. Moi, j'étais une personne qui accompagnait à la naissance dans ces années-là. J'étais personne ressource en allaitement aussi. C'était mon 4e bébé. C'était un bébé qui était attendu. Puis ma fille, Mathilde, devait être là avec une accompagnante pour elle, pour que si c'est trop intense lors de l'accouchement, elle puisse se retirer, mais qu'elle puisse être présente. Fait qu'on avait préparé ces rencontres-là pour permettre à Mathilde d'accueillir sa petite sœur. Fait que je dis juste ça pour dire jusqu'à quel point moi, j'ai allaité mes enfants longtemps aussi. Fait que un petit bébé, pour moi, porter la vie, c'était vraiment une grande et belle chose. Puis quand Madeleine est décédée, ça m'a vraiment plongée dans une grande détresse là, de la mort. De rencontrer la mort d'une façon si proche, ça m'a vraiment bouleversée. Ça a été des années très difficiles. Tu me racontais, là, quand ça s'est produit aussi, que, tu sais, c'était ton 4e bébé, tu t'avais déjà vécu, tu avais déjà donné la vie plusieurs fois, mais que tu l'as ressenti. J'ai ressenti un grand froid. C'est au mois d'août. Madeleine est morte le 1er septembre. Mais le 31 août, ces années-ci, il fait plus chaud au mois d'août. Il faisait très chaud encore, mais le soir, vers 11 h, j'ai eu un grand frisson. Puis j'ai dit à mon mari, tu veux-tu me prendre puis me serrer? J'ai tellement froid. Puis j'étais comme... Après ça, Madeleine était un petit bébé très
proche de moi. Puis quand je cognais sur ma bédaine, elle faisait toc-toc, elle aussi. Oui. On se répondait, on se parlait comme ça. Puis là, j'avais plus de réponse. Puis je chantais comme si le tonus utérin était différent. Fait que je suis restée comme... Je me suis réveillée tôt le matin, j'ai essayé de faire le contact, il n'y avait toujours pas de contact. Puis je suis allée faire vérifier le cœur, puis il n'y avait pas de cœur. Puis que j'ai accouché là, ce jour-là, de façon naturelle. Les contractions ont commencé. Puis j'ai mis au monde ce petit bébé-là que j'ai dû laisser aller. Oui, donc on prend notre petit bébé et on doit le laisser aller tout de suite. On le garde une petite heure avec nous autres, puis ils ont été très gentils à l'hôpital, puis j'avais appelé des amis accompagnantes pour avoir du soutien, mais je faisais déjà du yoga dans ces années-là, mais j'ai compris pendant ces années-là que des fois la vie, ça peut être juste comme trop difficile. Pour moi, on avait toujours les épreuves selon les forces qu'on avait, c'est des croyances que j'avais. Mais là, j'ai dû être médicamentée. Puis ça m'a pris plusieurs années avant de lâcher la médication, puis que cet événement-là fasse du sens, puis soit apaisé. Là. Et lorsqu'on laisse aller notre enfant, puis qu'on vit ces premiers moments de deuil, là, tu m'as dit que tu avais dû être médicamentée. C'est parce qu'on en a même des manifestations physiques et c'est extrêmement destructeur. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? C'est une si grande peine. Oui. Puis ça vient toujours, le deuil vient toujours nous trouver. Ça dépend du terrain qu'il trouve, hein? Parce que, bon, on peut dire déjà là, que 7 ans après, j'ai perdu mon fils dans un accident de la route. Effectivement, c'est ça, c'est parce que tu as perdu Madeleine et 7 ans plus tard, tu as perdu Maxime. Oui, mais c'est comme... Quand j'ai perdu Madeleine, on venait juste d'arriver à Saint-Sylvestre de Haute-Binière. On avait acheté une maison de campagne. Puis Martin était sans emploi, il sortait de l'université, était à la maîtrise, je pense. Puis moi, j'avais pas encore commencé vraiment à enseigner le yoga. Je connaissais personne dans ce nouveau milieu de vie-là. On était donc dans une situation financière précaire, un peu plus isolée, même si ma famille m'a donné beaucoup de support, puis a toujours été là pour moi. Et pour nous, pour les autres enfants aussi qui étaient là, puis qui avaient une maman en pyjama sur le fauteuil, là, qui est plus capable de rien faire. Qui a de la hein? misère là, à les aimer, puis à être avec eux de la même manière, ça on peut dire. Fait que ça l'a marqué tout le monde dans la famille aussi. Puis le deuil périnatal, c'est pas un deuil qui est aussi... Quand Maxime est décédé, c'était public. Ça attriste tout le monde. L'annonce passe dans le journal, c'est un accident de la route. Il avait 19 ans, tout le monde le connaissait, il y avait des milliers d'amis. Il y avait une vie, il y avait une vie, on l'a connu. Vous l'avez oui, connu. Les souliers étaient sur le tapis quand on est revenu de l'hôpital, la petite brassée dans ses choses. C'est très concret. Oui. Un deuil périnatal, psychologiquement, ça reste très difficile à vivre parce qu'on a connu intimement ce bébé, mais en même temps, non. Les gens ne nous font pas du tout les mêmes miroirs. Les gens vont dire souvent « Oh, mais as-tu d'autres enfants? » Je disais « Ben, j'en ai deux autres. »« Ah, mais là, tu sais, j'en ai 3 autres. Alors, les enfants disent « Ah, mais, tu sais, comme si ça va, ils vont te consoler, ouais, là. Mais c'est ça. Alors, ce manque de compréhension, de compassion, cet événement-là qui arrive, puis on a les seins pleins de lait, on laisse aller le petit bébé, puis après ça... On a le postpartum à vivre exactement. En même temps. Puis tout le deuil, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on est dans un processus de deuil, toutes les blessures qui ne sont pas guéries à l'intérieur de nous se réouvrent. Pour faire de la place à la peine, il faut faire de la place à la peine, donc il faut que tout se nettoie. C'est un grand processus de nettoyage. C'est un processus très profond. C'est peut-être pour ça qu'on pleure autant. On se lave. Oui. À un moment donné, il n'y a plus de larmes. Oui. Il y a une colère. Comment on vit cette colère-là quand on est une personne très douce puis peu habituée à manifester ses émotions de cette façon-là? Il y a beaucoup de dépaysement dans un deuil parce qu'on se retrouve à avoir besoin à 10 heures le soir d'appeler quelqu'un parce que là, on est... C'est là qu'on veut parler. C'est ça. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on se le permet? Ça amène plein de changements à l'intérieur de nous. Moi, j'ai une fille qui pensait que écrire dans mon journal, faire mon yoga, tu sais, on arrivait à passer au travers de tout. Qu'est-ce qui arrive quand tout est insuffisant puis que ça prend donc bien du temps à guérir? C'est long, puis on souffre, puis on veut qu'il y ait une fin.
Alors, on c'est la des voit choses... pas. Non, c'est des choses que j'ai appris avec Madeleine. Puis, juste avant la mort de Maxime, Maxime m'avait dit « Maman, je suis donc bien content parce que tu t'en es sortie. Puis, je suis donc bien content que tu me fasses des beaux desserts maintenant, puis que tu as un travail, puis les gens t'aiment, puis tu as refait ta vie, puis je suis donc bien content de ça. » Puis, quand Max est décédé, je savais c'était quoi le deuil, je savais c'était quoi perdre un enfant, puis je disais toujours aux personnes, mais vous savez, c'est mon deuxième enfant que je perds, alors ça m'aide beaucoup. Mais en fait, ce qui est le plus merveilleux dans tout ça, je vais dire, je devrais pas dire ça parce que c'est une tragédie là, de perdre un enfant, d'en perdre deux. Moi, c'est au-delà de ce que je peux imaginer. Marie, la raison pour laquelle je t'ai invitée aujourd'hui, on va se le dire franchement, c'est parce qu'on a un vécu commun, on a toutes les deux. Moi, j'en ai perdu un, toi, t'en as perdu un, mais t'en as perdu deux, excuse-moi. Mais comment on reprend goût à la vie? Tu comprends-tu? Toi, aujourd'hui, tu es une personne sereine, tu as passé au travers tout ça. La vie est belle, on en profite à tous les jours, elle est merveilleuse. Comment ça s'est passé pour toi? Bien, moi, je pense que avec l'expérience de Madeleine, quand Maxime est décédé, j'ai vraiment travaillé fort pour ne pas retomber. J'ai jamais été médicamentée au deuil de Maxime. Puis, je pense que la vie a été très généreuse dans cet événement-là aussi pour me donner toutes sortes. La première année, j'étais comme portée. Il y avait une grâce, là. Toujours, quand il y avait juste trop de peine, il y a quelqu'un qui me téléphonait. Beaucoup de signes, si on veut parler aussi. Là. Je me rappelle d'une fois très importante où la première fois où je me dirigeais vers le cimetière à Saint-Sylvestre, le cimetière est situé en haut de la montagne. C'est un endroit magnifique où j'ai passé beaucoup de temps. Mais la première fois que j'y allais pour parler avec Maxime, il y a une petite voix qui m'a dit, très, très concrète, qui m'a dit « Non, non, maman, c'est pas là que tu vas me trouver, c'est pas là que tu vas me trouver, vas-y, tourne, maman, c'est pas là qu'il faut que tu ailles maintenant. » Puis là, j'ai passé devant le cimetière, puis il y avait quelqu'un qui me faisait signe de l'autre côté de la rue, c'était l'esthéticienne qui voyait souvent Maxime pour son problème d'acné, parce qu'il était fier, puis il aimait ça être beau. Puis elle a dit « Marie, je pense à toi tous les jours, puis je voulais te parler. Je voulais te dire que la dernière fois qu'on s'est vu, quand j'ai traité ton fils, il m'a dit comment il était fier de toi, comment il était fier de tout ce que vous avez traversé dans votre famille, puis comment tu t'en es sortie. » Puis ça, là, ça a été tellement un cadeau. Là. On aurait dit que je recevais un bouquet de fleurs du ciel. Puis je pense que dans tous les deuils, puis dans tous les départs des êtres qui nous sont chers, il y a ce bouquet-là qui nous vient, il y a ces cadeaux-là pour nous aider à poursuivre notre route. Ils sont avec nous. Puis ça l'a fait que je suis redescendue la côte, je ne suis pas allée au cimetière. Puis je me suis dit, là, la culpabilité, là, c'est assez. Il n'y en aura pas. Parce que moi, mon fils, il vient de me dire, maman, je suis fière de toi. Puis ça a été comme une pierre pour m'aider à poursuivre ma route. Puis même si ça fait partie des étapes normales d'un deuil, j'ai pas vécu beaucoup de culpabilité. Aussi parce que Maxime était un enfant qui a consommé du pot à partir de 12 ans. Il arrivait gelé comme une bine à l'heure du dîner. Puis j'ai beaucoup aimé cet enfant-là, garder mon lien d'amour, même si on a eu des moments très difficiles. Puis d'avoir tellement donné à cet enfant, je savais que j'avais... Quand on a aimé quelqu'un, on n'a pas de regret quand il s'en va. Est-ce que tu dirais que tu es heureuse d'avoir eu la chance d'être sa maman à 19 années? Mais oui. C'est bien mieux ça que de ne pas l'avoir eu du tout. Hein? Vraiment. Tu dois dire puis ça même, parce que tu sais, toi aussi. Même Madeleine, tu as été sa maman une heure. Hein? C'est bien mieux que pas du tout. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on s'en sort en tant que couple quand on vit des événements aussi pénibles? Il faut apprendre à parler. C'est pas Parce toujours facile. On vit les choses de façon très différente. Puis c'est important d'accepter ça. Les statistiques le démontrent. Hein? Il y a beaucoup la très grande la majorité des couples qui vivent un événement comme ça, qui perdent un enfant, vont se séparer. Et vous avez passé au travers. Oui, on s'aime vraiment beaucoup. Puis on a appris beaucoup de choses dans ça. D'être patient, d'apprendre Martin a beaucoup appris à prendre soin de moi parce qu'il vit les choses d'une façon très intense, mais il est capable de lâcher prise très rapidement dans ces événements-là sur la souffrance.
Puis il ne s'abîmera pas dans ça, mon conjoint. Alors, j'ai toujours trouvé qu'il était très respectueux de pouvoir m'accueillir avec cette grande souffrance-là. Je pense que c'est normal aussi que les mamans vivent ça très différemment, là. Puis, c'est ça, on a continué de s'aimer, puis Et aujourd'hui, vous êtes grand-papa et grand-maman. Ah oui! Ça, c'est formidable. Alors là, bien sûr, tu as traversé le deuil de tes enfants, mais la part du yoga dans tout ça, parce que je pense que c'est un mode de vie, tu me le disais tout à l'heure, et comment le yoga t'a aidé à traverser tout ça, peut-être que tu peux nous expliquer comment ta vie a changé, comment c'est devenu de plus en plus le centre de ta vie, ton mode de vie. C'est une discipline que je me suis donnée parce que j'étais très fragile, un système nerveux qui flanche. C'est très long, la reprise du système nerveux. Fait que moi, j'ai cette qualité-là. Je pense qu'on passe au travers d'un deuil avec les qualités qui sont propres à chacun. On va puiser dans nos forces. C'est là qu'on se rend compte de qui on est. Puis la discipline, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. C'est un cadeau de mon père, je pense aussi. Donc, il fallait jamais que je me lâche. J'avais un rythme avec mon alimentation, mon sommeil. Les premières années, là, quand j'ai perdu Madeleine, c'était fondamental. Je ne pouvais pas être sur mon tapis chaque jour. C'était impossible. Donc, tu avais vraiment une routine bien établie. Fait que ça m'a permis de creuser ma pratique, puis d'être aussi... pouvoir accompagner les gens qui souffrent. Parce que la souffrance, c'est un thème universel. Tout le monde vit des choses, puis tout le monde doit apprendre à vivre avec des petits cailloux dans ses souliers, j'appelle ça, tu sais. Parce que on ne peut pas attendre de ne pas souffrir pour être heureux. On peut aussi être heureux à travers les choses qu'on porte à l'intérieur de nous, puis on se renforce beaucoup comme ça, puis un jour, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont changé. Puis, j'ai aussi beaucoup accepté ma fragilité. Juste un exemple, j'étais en train de... Quand j'ai perdu Madeleine, quelques années après, on aimait ça bouquiner dans les librairies usagées, Martin et moi. Puis dans ces années-là, je ne pouvais pas lire beaucoup. Je ne pouvais pas lire longtemps, non, moi parce qui qu'on n'est pas adorais capable lire. de se concentrer. C'est littéralement ça. C'était une grande perte pour moi. Ce jour-là, j'ai trouvé un livre, un tout petit livre jaune avec magnifiquement illustré. Ça s'appelait Contes de l'Inde. Puis ces contes-là, c'est des contes de sagesse, puis c'est des tout petits chapitres. Puis j'ai comme eu un déclic de dire, c'est pas... Tu sais, arrête de penser à comment tu pouvais lire avant. Regarde le beau cadeau que tu as. Ce petit livre-là, il est juste à ta mesure. Puis maintenant, c'est comme ça qu'on lit, Marie. puis tu sais, juste être content, tu sais, de ce qu'on est, de ce qu'on devient, même si à quelque part on est amoindri, ça c'est juste une illusion. Au bout du compte, on va se rendre compte que c'est un grand trésor qu'on est en train d'amasser. Donc, tu me dis que dans la grande douleur, il faut prendre conscience des petits moments de bonheur qu'on a, puis au fur et à mesure qu'on est capable de les voir, il y en a de plus en plus. Puis continuer de donner. Moi, quand Maxime est mort, j'ai mis un bâton dans ma bouche. Si je peux dire, je savais que je me donnais toute ma vie pour faire le deuil de mon fils. Je me disais, it takes a lifetime to grieve, on dit ça en anglais. Oui. Ça prend toute la vie pour faire le deuil. Puis j'ai dit à la vie, le vendredi qui a suivi son décès, j'avais un cours privé de méditation avec une élève. J'ai pas annulé ça. J'ai jamais annulé aucun cours. J'ai dit à la vie, moi, là, je vais continuer de donner, mais vous autres, là, vous pourvoyez. Oui. Puis moi, je vais rester au service. Puis ça a été quelque chose qui m'a aidé beaucoup. J'ai enseigné le moment présent à partir de des exemples. Qu'est-ce que mon fils m'a dit la dernière fois qu'on était en auto, juste à la veille du décès. On était ensemble, on était en train de se dire des belles choses. J'étais là avec lui, de cœur. Bien, tu sais, quand je disais ça aux élèves, comment le moment présent, c'est important, avec des exemples comme ça, puis qu'ils savaient que je venais juste de perdre mon fils, bien, c'était très parlant, puis c'est ça. C'est important. Tu es professeur de yoga, tu continues toujours à enseigner le yoga, mais c'est une discipline de vie. Mais est-ce que tu me dirais, tu serais prête à dire, la vie est belle? Ben oui, la vie est belle. La vie est très grande. Marie,
merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Regarde, ça passe Oui. à la vitesse de l'éclair. Oui. Je sais que tu es très impliquée aussi. Tu es arrivée, vous habitez à Saint-Julien maintenant, dans une belle maison patrimoniale, un coup de cœur à la MRC. Donc, tu donnes des cours de yoga aux personnes handicapées, tu en donnes chez toi à la maison. On continue, on lâche pas le yoga, on continue d'aimer la vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On dit namasté. Namasté. Et là-dessus, mesdames et messieurs, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission de Rencontre.